Bonsoir à tous et encore merci de votre fidélité au temps d'information sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, les accidents de la route sont l'une des principales causes de mortalité des populations âgées de 5 à 29 ans. Autoroute Abidjan-Dabou, l'incivisme d'une population de plus en plus inquiétante malgré la présence de passerelles. Un carton rouge leur sera attribué pour tirer la sonnette d'alarme. Et puis au Niger, après les Français, c'est au tour des militaires américains d'être bientôt expulsés, selon la junte au pouvoir. Encore merci à vous d'être des nôtres. Nous passons tout de suite à notre rubrique du jour. Les travaux de la route Abidjan-Dabou ont débuté en 2020 pour s'achever en fin 2023. Ouvert officiellement à la circulation depuis début janvier 2024, on assiste malheureusement à l'incivisme des populations sur ces tasses. Les grilles en fer posées le long de cette voie sont arrachées sciemment par endroits par certains riverains pour se frayer un chemin. Un incivisme justifié par l'insuffisance de passerelles ou de ponts piétons. Pourtant, les passerelles sont très bien installées, mais ne sont pas fréquentées par ces populations. Un comportement irresponsable dénoncé par la rédaction de RTI2 qui attribue donc un carton rouge à ces populations pour leur insouciance face aux dangers qu'ils encourent. Un carton rouge brandi par Noussangare, Pagasoro Kone de Madongi, Enza Traoré et Eliane Nguessa. Ouverte officiellement à la circulation depuis début janvier, la nouvelle autoroute Abidjan-Dabou paye déjà les frais de l'incivisme des populations. Et oui, cette nouvelle autoroute est mal barrée. Cette nouvelle autoroute a mal. Cette nouvelle autoroute, je vous le dis, souffre et vit un cauchemar inexplicable et indescriptible. Regardez vous-même ces barres de fer qui ont été installées sur les garde-fous le long de la voie. Regardez comment elles sont arrachées par endroits, par les populations. Regardez. Conséquence de ces barres de fer arrachées. Pour la traversée de la chaussée, véhicules et populations malheureusement se bousculent, se battent et se disputent le passage. Quel dommage! Comme si cela ne suffisait pas, ils justifient même leur incivisme. Pour eux, l'insuffisance de passerelles ou de ponts piétons est la cause de tous ces comportements étranges. Ponts piétons, les gens ont fait ça, ils ont fait ça au fond là-bas. Et puis ici, alors ici, là, c'est une grande voie ici. Parce que ici, là, c'est quartier, il y a un arrêt ici. Si au moins il y a 2 ponts ici, pont piéton, là au moins c'est bon. On a oublié de traverser et puis on a oublié d'enlever les grilles pour pouvoir passer. On doit enlever le cimetière, que c'est loin. Non, on a préféré en même temps enlever un pour passer. Bon, je souhaite qu'on vienne faire un pont piéton aussi comme les autres, comme la GESCO. La GESCO, comme ça, ils ont juste 2 ponts piétons. Si on nous fait un ici, ça nous a dépassé vraiment la population souffre. Notre école est de l'autre côté de la route. Et les voitures, là, ça roule vite. Quand on veut passer, là, à cause des voitures, on a besoin d'attendre 1 minute d'abord. Si on veut passer, on a besoin de sauter. Même, il y a les gens, même, les robes, ça se déchire. Et pourtant, les quelques ponts piétons construits le long de la voie sont moins fréquentés. Indisciplinés préfèrent la traversée directe avec tous les risques qu'ils encourent. En vérité, ils s'en foutent éperdument de leur vie.
Le pont piéton, quand tu marches à l'enfant en dos, souvent ça fatigue les jambes, ça te fait mal. S'il faut monter, redescendre, ça fatigue beaucoup les jambes, quoi. Comme on m'a descendu après le pont et j'ai vu qu'il n'y a pas trop d'influence. Donc c'est pour cela que j'ai pris et traversé sans le pont. Parce que j'étais un peu pressé. À cet incivisme, il faut ajouter les dépôts sauvages d'ordures sur cette nouvelle route. Dites-nous comment pouvez-vous utiliser cette nouvelle voie, cette belle voie, cette voie sublime et admirable pour déverser vos ordures. Comment? Comment est-ce possible? Ce comportement irresponsable, insensé, absurde, dénoncé par le coordonnateur du projet du train urbain, structure en charge de la supervision et l'évolution des travaux de cette route. Dans le contexte initial, en faisant le passage de ces zones, on a identifié des zones préférentielles de passage des piétons. Donc c'est sur la base de ça que certains points ont été retenus donc, pour pouvoir construire donc, les différentes passerelles. Donc à la GESCO, quand on regarde le premier ouvrage de la passerelle, c'est pratiquement au niveau de la zone où il y avait un marché, justement à la GESCO. Donc on se disait qu'il y avait une forte traversée des populations de part et d'autre. Donc ainsi de suite, on a fait cette analyse-là qui nous a permis donc, de pouvoir installer un ensemble de passerelles le long du projet, déjà en 2020. Aujourd'hui, force est de constater que l'urbanisation a été vraiment rapide au regard donc, des infrastructures qui étaient en cours. Donc du coup, il y a eu d'autres zones préférentielles encore de passage donc, des piétons. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, certainement, il y a d'autres besoins d'installation des passerelles additionnelles, ce qui a fait l'objet des discussions entre le projet lui-même avec le bailleur pour pouvoir étudier de nouvelles passerelles qu'on va pouvoir installer au fur et à mesure. Mais en tout état des causes, pour moi, il faut que la population soit sensibilisée sur l'intérêt donc, de ces infrastructures-là pour lesquelles l'État consent des efforts importants pour pouvoir réaliser. Long de 19 km, cet axe qui était en 2 fois 2 voies a été élargi en 2 fois 3 voies et 2 fois 4 voies par endroit pour le bonheur des populations. Que dis-je? Pour votre bonheur, vous qui salissez, vous qui arrachez les barres de fer le long de cette nouvelle autoroute. Savez-vous que votre mauvais comportement, votre comportement incivique, votre comportement dommageable finira par détruire cette belle infrastructure routière dont le coût est évalué à 50 milliards de francs CFA. Vous avez bien entendu, 50 milliards de nos francs. À un moment donné, il faut arrêter et prendre conscience, surtout de la nécessité qu'il y a à préserver les infrastructures routières pour le bonheur de tous. Alors, carton rouge, carton rouge, carton rouge et encore carton rouge attribué à toutes ces populations qui, de par leur comportement malsain et infectant, leur manque de responsabilité, leur incivisme, leur indiscipline et leur insouciance, mettent en danger leur propre sécurité et celle des autres usagers. Espérons juste que ce carton rouge participera au changement de mentalité de ces populations. Et nous sommes toujours dans le temps de jeûne. L'association Nassoul Ilm de Côte d'Ivoire, à cet effet, a initié les assises du triomphe du savoir ce lundi 18 mars 2024 dans la commune de Koumassi. Une activité qui vise à éclairer la lanterne des fidèles musulmans sur les atouts du mois de Ramadan. Et ce rendez-vous marqué par une rupture collective enregistre aussi une communication sur le conflit israélo-palestinien. Le compte rendu maintenant d'Aïcha Guiri. Nassoul Ilm Côte d'Ivoire organise les assises du triomphe du savoir pendant le mois de Ramadan dans la commune de Koumassi pour débattre des sujets d'actualité. Cette assise se tient chaque lundi du mois de Ramadan avec pour thème ce lundi comprendre le conflit israélo-palestinien. D'abord de dire qui sont les Juifs, qui sont les Arabes et de comprendre la dynamique conflictuelle dans laquelle ils sont impliqués. Et ensuite de pouvoir expliquer l'actualité que nous suivons depuis 4 mois. J'ai développé d'abord les raisons profondes du conflit israélo-palestinien qui est à la base un problème territorial, un problème d'espace d'abord. Pourquoi? Parce qu'on a un territoire et les Juifs nourrissent un projet pour s'installer parce qu'ils sont en difficulté en Europe, mais quand ils viennent, ils trouvent des Arabes palestiniens. Donc du coup, ça crée les premières difficultés et les musulmans vont entreprendre un certain nombre de révoltes. Cette activité est initiée par Cheikh Oumar Abdelaziz en ce mois de jeûne
pour cultiver le vivre ensemble entre les musulmans de la commune et d'ailleurs. Nous sommes à notre 4e édition cette année-là et nous avons essayé cette année de faire un peu de manière exceptionnelle. Les années dernières, nous prenions une thématique et chaque lundi, quelqu'un traitait cette thématique. Mais cette année, nous avons essayé de prendre 4 thèmes par rapport à ces 4 lundis du mois de Ramadan. C'est l'occasion pour les fidèles d'encourager l'initiative. L'initiative est à saluer, l'initiative est à encourager et je prie Dieu que Dieu aide cette initiative à aller de l'avant. C'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui, permettre aux gens de s'informer, de s'instruire. C'est une rencontre à caractère scientifique, mais surtout religieux, qui vise à promouvoir le savoir. Il s'agit dans un premier temps de faire un répertoire de tous les sachants musulmans. Nous sommes dans le mois béni du Ramadan. Les assises du Tyran du savoir sont à leur 4e édition. C'est une assise, une rencontre entre différentes confessions religieuses, entre les musulmans, entre les non-musulmans, entre les frères et sœurs, tous dans la foi, dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette rencontre a été marquée par conférences, rupture collective et remise de diplômes aux conférenciers et aux membres de Nasrul Ilm. Et dans un autre registre, du mercredi 13 au vendredi 15 mars 2024, la plateforme des syndicats nationaux du personnel des collectivités territoriales de Côte d'Ivoire a lancé un mot d'ordre de grève qui a été suivi sur tout le territoire ivoirien pour plusieurs motifs. Après la levée du mot d'ordre ce lundi 18 mars, nous avons sillonné les mairies de Benjerville et Makori pour constater la reprise effective du travail avec Stéphane Nassouan et Georgette Ido Fofana. La mairie de Benjerville grouille de monde. Elle est l'une des municipalités où les agents des collectivités territoriales de Côte d'Ivoire ont observé un arrêt de travail de 3 jours. Jean-Claude Toka, premier adjoint au maire, après la séance de travail avec ses collaborateurs, fait l'état des lieux. Depuis ce matin, j'ai pris langue déjà avec le secrétaire général et tout le monde est à son poste. Voilà. Donc d'abord, tous les chefs de service sont à leur poste et aussi bien que tous nos agents. Donc tout va bien. Pour s'assurer de la reprise effective du travail, le secrétaire général Moustapha Fofana, chef de l'administration, sillonne les différents bureaux et services. Kofi Adou Eric, le chef du service de l'état civil, rassure tout en émettant des réserves. Ce matin, nous avons repris le service. Le mot d'ordre de la grève, c'était du mercredi au vendredi. Donc ce lundi, nous sommes là en train de travailler. Notre souhait, c'est que le gouvernement se penche sur cette situation qui a vraiment duré. Parce que les gens croient que c'est peut-être la première fois, mais il y a eu plusieurs grèves successives. Et c'est un problème qui demeure depuis 2002. À l'état civil, le travail a repris. Zoko Marie Colombo est venue pour établir l'extrait date de naissance de son enfant. Elle attend son tour. Les 3 jours d'absence ont été vraiment difficiles pour faire l'acte de naissance de l'enfant. Mais nous sommes contents aujourd'hui de venir et de constater que tout va bien. Plus loin dans la commune de Makori, Angbo Andréol fait légaliser son diplôme du baccalauréat. Je viens d'arriver, ça fait à peine 20 minutes et ils nous ont bien accueillis. En tout cas, la réception est propre. C'est maintenant qu'ils vont procéder à la vérification de mon dossier. Akré Deli, le sous-directeur de l'état civil de la mairie, dans une visite guidée, confirme que les agents ont repris le travail. Effectivement, ce matin, le travail a repris. Nous sommes là depuis 7h30. Il y a du monde. Mais à 14h30, nous serons, n'est-ce pas, du côté de Yopougon pour notre Assemblée générale. À l'issue de l'Assemblée générale qui s'est tenue dans la commune de Yopougon, le porte-parole de la plateforme des 7 syndicats nationaux des collectivités territoriales de Côte d'Ivoire fait le point de la rencontre. L'information est claire. Hein. Nous avons discuté avec le directeur du cabinet du ministre. Ça veut dire que les négociations sont ouvertes. Elles se poursuivent. Nous avons donné un délai de grâce pour que nous constatons l'effectivité de ces négociations-là. Je pense que nous avons pratiquement 1 semaine à 2 semaines pour observer. Et si rien n'est fait, nous serons toujours obligés de recourir à l'ultime arme d'un syndicat
qui est la grève. Et cette fois-ci, je suis désolé de le dire, c'est la base qui le réclame, c'est pas moi, c'est pas les nationaux, mais la base réclame qu'on aille à une grève illimitée. 2 semaines de trêve et de négociation, c'est le délai que la plateforme des 7 syndicats nationaux a accordé à sa tutelle. La repousse du travail, elle, fait le bonheur des usagers. La journée mondiale du recyclage se tient chaque année le 18 mars avec pour objectif de promouvoir le recyclage auprès du grand public et présenter ses enjeux. Il s'agit en effet d'éviter l'enfouissement ou l'incinération des déchets, favoriser le réemploi et le recyclage des matières et matériaux. À cet effet, nos reporters ont été à la rencontre de certains acteurs du recyclage à Abidjan, Fedanayo, à Sitandiara. Le recyclage est un procédé de traitement des déchets de produits arrivés en fin de vie. Il permet de réintroduire certains de leurs matériaux dans la production de nouveaux produits. Sur ces sites situés dans la commune de Marcory, nous avons rencontré Diara. Il est recycleur depuis plusieurs années. Il nous explique en quoi consiste son travail. Les chariots, les motos tricycles, ils viennent déchirer, il y a les gars qui sont dedans pour fouiller, pour enlever. On met canette à part, fer à part, chassé à part, bouteille à part, les 4 litres à part. Tout ce que vous voyez, on met tout à part. Chacun a les sacs, on ne se mélange pas. Les gens voient que c'est ordure, au bout d'un c'est pas ordure. C'est un truc de recyclage. Voilà, on enlève les chaussures, bon, les chaussures ça sent la zone. On sent renouveler, on fait les mêmes chaussures qu'on porte encore. Les canettes aussi, ça fait beaucoup. Quelque chose crochet de voiture, mamite, beaucoup même tôle, ça fait aussi pareil. Les recycleurs, comme Diara, reçoivent une partie de leur matériel des collecteurs qui jouent un rôle crucial dans la chaîne du recyclage. Ces artisans du recyclage travaillent souvent dans des conditions difficiles, mais leur dévouement à la cause environnementale est inestimable. C'est le caoutchouc cassé, les chassés, les fers rouges, ils ont déjà utilisé, ils ont jeté, nous on ramasse. La majorité met ça dans les quartiers, les poubelles, tout ce qui est gâté, nous on ramasse. C'est difficile, mais c'est mieux que voler. Et puis faire ça, je gagne mon pain dedans. Le processus de recyclage ne se limite pas à la collecte et au tri des déchets. Il conduit à la transformation de ceux-ci, comme c'est le cas ici à Abata Village, dans la commune de Cocody, où nous avons découvert un artiste décorateur qui puise sa matière première dans le recyclage. Je veux apporter un plus à l'environnement. On dit quoi? Essayer de réduire les déchets qu'on retrouve dans la rue et tout. On peut aussi donner une seconde chance aux objets usés et puis voilà, encore décorer avec. On peut les transformer et rendre encore plus utiles. En faisant de belles créations, ça par exemple c'est fait on dit quoi, à partir des bouteilles d'eau, voilà, ainsi de suite. Le recyclage est un élément essentiel pour la préservation de notre planète et le développement d'une économie durable. Et pour parler solidarité, la Fondation internationale communautaire Oumar Magasuba a fait un don vivre et non vivre aux pensionnaires du pôle pénitentiaire d'Abidjan, PPA. Cette action de solidarité vise à donner un coup de main à ces personnes pendant ce mois de piété et de partage. À Sitandiara, Konaté Seri, Ahmed Stéphane. Des sacs de riz, des bouteilles d'huile, des granulés de mil et des pâtes alimentaires, ce sont entre autres des dons faits aux pensionnaires du pôle pénitentiaire d'Abidjan, PPA. Une action qui permet aux pensionnaires musulmans de passer le mois de Ramadan dans la quiétude. Un geste de la Fondation internationale communautaire Oumar Magasuba. Ce sont nos frères qui sont là-bas. Nous avons besoin de les soutenir et de les récupérer. Parce que le prophète dit, alayhi salatu wa salam, celui qui ne se préoccupe pas de l'affaire du musulman n'est pas des nôtres. Et Sayyidina Omar dit, il n'y a pas d'islam sans social. Ce que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, en disant que le musulman doit venir en aide à son frère musulman. Et que le meilleur des aumônes à faire dans l'année, c'est pendant le Ramadan. Et nous le faisons parce que ce sont nos frères qui sont en difficulté et qui ont besoin de nos aides. Occasion pour l'aumônier du PPA d'exprimer sa gratitude aux donateurs. Nous remercions d'abord la Fondation FICOM GDFIN
parce que vraiment ce matin je suis vraiment en joie. Et c'est que vraiment mes fidèles vont vraiment rendre les jeunes aujourd'hui en joie, Inch'Allah. Ce sont au total un don d'une valeur de plus de 4 millions de francs CFA. Cette action de charité et de solidarité est à sa 9e édition. Et puis, comme nous le disions en titre, nous terminons ce temps d'information hors de nos frontières au Niger, où après les Français, c'est au tour des militaires américains d'être bientôt expulsés du Niger. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole de la junte au pouvoir à Niamey le 16 mars dernier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2.